Bien le bonjour à toutes et à tous, 20 ans en franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 10 octobre 2018 et aujourd'hui le focus majeur sera principalement côté Royaume-Uni avec notamment les chiffres du PIB et de la balance commerciale qui sont attendus, dont également la production industrielle. Donc voilà, ça sera du côté du Royaume-Uni qu'il faudra suivre hein, les marchés ce matin. Tout de suite, l'avertissement et sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplitude, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à tous, bonjour à vous Edgy, j'espère que vous allez bien. Eliane, que je sais également, Raymond, bonjour à vous. Voilà, bonjour. Donc voici le briefing de l'actualité. Au niveau de l'Italie, on a l'autorité de surveillance budgétaire italien qui a déclaré qu'elle ne pouvait pas approuver la prévision du gouvernement d'une croissance économique de 1,5% pour l'Italie en 2019. Ce qui veut dire que le ratio, le déficit prévu devrait être supérieur à ce qui a été annoncé hein, par le gouvernement italien. Je vous rappelle, c'était 2,4%. Donc voilà, source forcément de d'incertitude toujours dans ce contexte de trouver un accord entre Rome et Bruxelles sur le budget du gouvernement italien pour 2019. Concernant le Brexit, on a un négociateur britannique et européen qui serait proche de parvenir à un accord à temps pour le Conseil européen de la semaine prochaine d'après l'agence Dow Jones. Concernant la politique américaine, on a Donald Trump qui a une nouvelle fois critiqué la Fed, jugeant précipité le relèvement en cours des taux directeurs. Donc ça fait 2 fois en 3 semaines que le président des États-Unis critique la remontée des taux de la Fed. Il indique que l'économie américaine pouvait absorber la hausse des logements, de l'inflation, tout simplement. Concernant la guerre commerciale, Christine Lagarde a appelé mercredi à une désescalade des tensions commerciales qui menacent la croissance, bien évidemment sous sa casquette de présidente du FMI. Et on a d'ailleurs cette agence, le FMI, qui estime que les risques pesant sur la stabilité financière mondiale ont augmenté ces 6 derniers mois et que cette hausse pourrait s'accentuer en cas d'escalade des pressions sur les marchés émergents ou de dégradation supplémentaire des relations commerciales. Ce qui est voilà prévu, ce qui est indiqué, hein, notamment, vous savez que les sources d'incertitude, c'est quoi? C'est la guerre commerciale et les émergents. Sauf que les émergents, finalement, la situation s'améliore depuis la crise turque. Après la crise turque, si on regarde post-crise turque, excusez-moi, euh, eh bien, on a les devises émergentes qui sont globalement en hausse, hein, le rouble, le rand, le réal brésilien. Voilà, on a que le CNH qui est sous pression parce que voilà, en plus d'être un marché émergent, la Chine, c'est également la Chine est également sous pression à cause de la guerre commerciale. Mais sinon, en excluant la Chine, les émergents, on va dire la situation s'améliore globalement. Et pour l'Afrique du Sud, donc on a donc le nouveau président sud-africain qui, je vous rappelle, a été élu en février de cette année et qui a été élu avec son programme pour mettre fin à la corruption dans le pays et la relance de l'économie, eh bien a annoncé la démission du ministre des Finances après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Voilà, donc ce qui a fait rebondir le rand face au dollar US. Un rebond assez important. Donc voilà, ça vient encore une fois soutenir les émergents, améliorer le climat finalement. Concernant le résumé de la science américaine asiatique, on a eu un dollar qui a clôturé dans le rouge. On a eu la version pour risque en fait qui a continué jusqu'à hier en début d'après-midi, et à partir du début d'après-midi, on a eu vraiment un risk-on, de l'appétit pour risque. On a les rendements italiens qui ont baissé, également les rendements américains, on le voit depuis hier, ils ont perdu 3 points de base, vous voyez, il y a 3,21% ce 10 ans. Donc voilà, rendement italien en baisse, rendement US en baisse, léger regain d'appétit pour risque, on a les émergents qui sont haussiers, on a l'AUD, le NZD qui surperforme ce matin. Donc voilà, on voit qu'on a quand même de l'appétit pour le risque. Dow Jones qui a clôturé oui dans le rouge, S&P également, mais Nasdaq 100 qui a rebondi, le Russell en baisse. Et ce matin, on a le Nikkei et le Shanghai. Bon, Shanghai à l'équilibre, mais vous voyez que le Nikkei est en hausse. Voilà, donc dollar en baisse ce matin, marché émergent, devises, commodities qui sont dans le vert. Ça donne plutôt une perspective haussière en intraday, je dis bien, pour ces devises.
Concernant le calendrier économique, donc comme vous pouvez voir, ça va être principalement axé sur le Royaume-Uni. 10h30, donc on a la balance commerciale britannique, la production industrielle et le PIB. Le FMI qui a revu, qui a maintenu inchangé ses prévisions de cette année et de l'année prochaine, il me semble, du Royaume-Uni, donc à 1,4%, me semble-t-il, de croissance. 1,4, ce qui reste quand même très très faible dans ce contexte, bien évidemment, de divorce avec l'UE. Et sinon, nous aurons les permis de construire canadiens qui seront annoncés à 14h30. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, GBP, AUDNZD, c'est aussi GBP soutenu par ces informations comme quoi les Européens et les Britanniques seraient proches d'un accord. Voilà, maintenant, on a déjà entendu ces informations, hein, donc faut pas non plus être trop optimiste, mais bon, de toute façon, ça semble assez logique que l'UE et le Royaume-Uni trouvent à terme un accord. Hein. Les deux régions, enfin les deux parties ont tout à perdre de ne pas avoir d'accord. Donc voilà. Sachant que l'UE, je vous rappelle, est nette exportatrice vers le Royaume-Uni. Donc l'UE a tout intérêt à maintenir ses exportations sa position commerciale dominante envers le Royaume-Uni. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. On voit que ce matin, les devises refuge, franc suisse, dollar, yen, sous-performent. Donc on voit clairement que ce matin, en tout cas, je dis pas que voilà, on a un changement et que c'est parti pour le bull market, mais en tout cas ce matin et depuis hier après-midi, on a cette tendance qui est risk-on. Risk-on, donc devises Como qui surperforment et à l'inverse, les devises refuge qui sont en baisse. Et si on regarde les 10 ans, enfin les rendements, voilà, TradingView, obligations, principaux taux 10 ans. Donc pourcentage de changement, vous voyez que c'est plutôt du rouge qui est dominant. Donc c'est-à-dire que les rendements baissent. Ils baissent, bon, très légèrement, on n'a pas non plus une chute, mais à part l'italien, vous voyez qu'il prend 10 points de base ce matin, 3,57% le 10 ans italien. Mais bon, ça reste si on regarde par rapport à hier, alors, vous voyez, plage temporelle sur un jour, 3,44, 3,64. Voilà. Donc, si on se met sur du 1 heure, vous voyez qu'on est en baisse par rapport à hier, finalement. Hier, fin de matinée, début d'après-midi, ça a baissé. Ça a baissé et le spread, ce qui est le plus important, parce qu'en fait, on a les taux, tous les taux remontent globalement depuis que la Fed durcit sa politique monétaire. Si vous superposez le 10 ans japonais, le 10 ans allemand, le 10 ans français, le 10 ans britannique et le 10 ans américain, depuis la première hausse des taux de la Fed, les taux augmentent parce que vous savez que la Fed, c'est la banque centrale des États-Unis, mais c'est la première banque, enfin c'est déjà la banque centrale la plus ancienne et c'est la plus puissante. C'est l'institut financière probablement la plus puissante. Donc, qui dit aux taux de la Fed dit des banques centrales qui vont à terme eux aussi relever les taux directeurs. Qui est-ce qui a lancé le premier quantitative easing? C'est la Fed. Qui est-ce qui a terminé le premier quantitative easing? C'est la Fed. Alors je parle bien parmi les majeurs. Hein. Je parle bien parmi les majeurs. Voilà, la Fed a un petit peu un rôle de leader parmi les banques centrales. Donc qui dit Fed, qui durcit sa politique monétaire, dit que les banques centrales majeures vont commencer à s'axer, à s'orienter dans cette direction. Et puisque la Fed, voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'elle remonte ses taux, eh bien, c'est dans cette optique qu'il faut que les banques centrales commencent à s'axer. Et si vous regardez le quantitative easing de la BCE, eh bien, il baisse depuis 2 ans ce montant. Il a commencé, il me semble, à 40, il est monté à 80, il me semble. Ensuite, il a baissé à 60, puis 30, et là, il est dorénavant de 15. Donc, voilà, on a une baisse du QE, et ensuite, on aura probablement une hausse des taux. En tout cas, c'est pricé pour le mois de septembre de l'année prochaine. Donc, on a des taux qui augmentent, ce qui est normal. Maintenant, il ne faut pas confondre taux qui augmentent parce qu'on a un durcissement de la politique monétaire et taux qui augmentent parce qu'on a des incertitudes politiques. Et justement, pour un peu différencier cela, eh bien, on va faire un spread pour annuler finalement la hausse des taux globale, qui est générée par le durcissement des politiques monétaires. Et c'est pour ça que le spread, finalement, c'est le plus important. Le rendement italien lui-même, c'est important, mais le spread, voilà, il est
toujours, on va dire, sous 300 points de base. Alors, on a des petits excès intraday, mais vous voyez qu'il se maintient en dessous des 300 points de base. Ce qui veut dire que le 10 ans italien augmente, mais que le 10 ans allemand augmente également, parce que on a ce contexte de remontée des taux de la Fed, de la Banque du Canada, de la BOE, donc réduction de liquidité, et forcément, eh bien, le marché intègre cette information. Donc voilà, le spread, toujours 300 points de base. Maintenant, on voit quand même qu'on a des creux et des sommets de plus en plus hauts, hein. Donc c'est tendance haussière à retenir sur ce spread. D'ailleurs, si on regarde les moyennes mobiles, voilà, c'est haussier, hein, ce spread. Maintenant, on a une grosse résistance à 300 points de base. Si on dépasse les 300 points de base, ça fera pression sur l'euro-dollar. Ça fera pression sur l'euro-dollar. Ce que je veux vous montrer, c'est l'USD-CNH, qui est un indicateur à suivre. Alors, c'est une paire, mais c'est surtout un indicateur pour nous, traders Forex. Si vous tradez les majeurs, c'est l'USD-CNH qu'il faut surveiller. Parce que l'USD-CNH, c'est un indicateur, on va dire, de confirmation, voire même leader pour trader l'euro-dollar, le GBP-USD, les émergents, les devises Comore également. Voilà, donc on a une résistance à 6,95. J'ai tweeté un graphique à ce sujet hier que je vais vous faire voir tout de suite. C'est également utile pour trader l'or. Voilà. Donc c'est ce graphique. En noir, on a l'USD CNH avec sa résistance le plus haut le 15 août. C'était lors de la crise turque 6,95. D'accord. Donc l'USD CNH, c'est le dollar US contre le yuan. Vous me direz qu'il n'y a pas vraiment de lien avec la livre turque, mais si, parce que la livre turque, c'est un émergent, le yuan, c'est un émergent, donc la livre turque a un petit impact sur le yuan et sur les émergents. Voilà, donc on voit que la résistance à 6,95, c'est également la résistance sur l'USD TRI. Vous voyez, c'était presque au même moment. On a eu la résistance sur le DXY, le plus haut, et l'euro-dollar, le bottom, et le gold, le bottom également. Voilà, donc 6,95, c'est la résistance de l'USD-CNH à ne pas dépasser. Si l'USD-CNH passe au-dessus de 6,95, l'euro-dollar va chercher un 13, le gold va chercher 1160. Et DXY revient à 97. Donc là, on est relativement proche. Vous voyez qu'on est à 6,93, à peu près 6,92,50. Donc en fait, là, on va pouvoir mettre des stratégies acheteuses sur l'euro-dollar. C'est si bien évidemment, là, nous avons le spread BTP Bund qui baisse, mais également que cette USD-CNH soit en baisse. Pour qu'il soit en baisse, cette USD-CNH, il faut absolument que la Banque populaire de Chine ne dévalue pas sa monnaie et qu'on ait une amélioration du climat sur les émergents et également des incertitudes en Europe. Si on a un regain de confiance des investisseurs en Europe, qu'est-ce que le marché va faire? Il va vendre du dollar, acheter de l'euro et la livre sterling. Vous voyez, si on a un accord sur le Brexit. Pareil en Italie, si on a un accord du budget, qu'est-ce que va faire le marché? Les investisseurs vont vendre du dollar, acheter de l'euro. Ils vont également vendre du franc suisse. Donc vous voyez que la demande en dollars va nettement se réduire. Si on a des tensions commerciales qui s'améliorent, l'USD, qu'est-ce que vont faire les investisseurs? Ils vont vendre leurs dollars et se repositionner sur les marchés chinois. Donc une demande en yuan. Et pareil les émergents, si le climat continue à s'améliorer, parce qu'il s'améliore, si vous regardez l'USD USD BRL, voilà, USD BRL en baisse depuis le 14 septembre. On va le superposer avec l'USD rouble en baisse également. USD Tsar en baisse depuis les sommets, vous voyez, du 2 septembre. Voilà, on pourrait en mettre d'autres. USD, donc BRL, Tsar, rouble. Voilà, on n'a que l'USD CNH finalement qui se maintient assez haut. Mais vous voyez qu'il n'a pas marqué de nouveaux sommets. Donc voilà, émergent quand même, les principales devises des émergents s'améliorent. Enfin, les devises émergentes gagnent du terrain face au dollar depuis plus d'un mois, malgré la remontée des taux. USD TRI également. USD TRI. Voilà, USD TRI pareil en baisse, vous voyez, on n'a pas des nouveaux sommets annuels. Donc on a finalement un climat qui s'améliore hein, vraiment sur les émergents, pour le moment en tout cas. Et voilà, il manque plus que finalement que la situation en Europe entre le budget italien et le Brexit, eh bien, qu'on ait des accords sur ces deux sujets, qu'on ait plus d'incertitude pour que le marché se repositionne sur l'euro. Et vous savez que s'il y a une demande en euros, le dollar baisse immédiatement. Finalement, les devises
qui influence le plus le dollar, c'est le yuan, l'euro. Le yuan et l'euro, c'est les deux devises finalement qui impactent le plus la demande de dollars. Si on a des craintes en Chine et en euros, dans l'Union européenne, on va avoir une demande en dollars, forcément, puisque les grandes puissances économiques, bon, il y a le Japon également, mais les grandes puissances économiques, c'est l'Union européenne, les États-Unis, la Chine. Bon, c'est les trois plus grandes puissances économiques. Ensuite, nous avons le Japon. Mais donc du coup, si on a des incertitudes au Japon, des incertitudes en Chine, des incertitudes en Europe, forcément la demande va se faire du côté du dollar. Et là, pour le moment, on a des incertitudes en Europe avec budget italien, le Brexit, incertitude en Chine avec la guerre commerciale qui accentue le risque de ralentissement de l'économie chinoise. En Japon, nous n'en avons pas forcément, mais voilà, c'est pas non plus la demande, enfin le Japon qui va influencer, on va dire, la demande en dollars. C'est assez minime. Voyez. Donc voilà. Donc pour le moment, on a une incertitude sur l'Europe, sur la Chine. Donc on peut très bien imaginer que si on a plus d'incertitude en Europe, eh bien ça va nettement améliorer finalement la demande en euros et donc une baisse du dollar. Et l'USD-CNH baissera. Donc voilà, moi l'USD-CNH je le surveille particulièrement avec bien évidemment le 10 ans américain et le spread BTP Bund. Pour moi, c'est les trois indicateurs les plus importants à suivre pour le moment. Donc USD-CNH, voilà, 6,95 c'est la résistance où on a eu les vendeurs le 15 août. C'est la résistance à ne pas dépasser. Si on dépasse cette résistance, l'euro-dollar va chercher les 1,13, le gold les 1160, le GBP-USD il reviendra à ses plus bas de l'année à 1,27, 1,28. Voilà, les devises Como inscriront AUD-USD, NZD-USD inscriront des nouveaux plus bas, même si c'est le cas malgré le fait qu'on ait cette hausse de l'USD-CNH. Donc voilà. Et à l'inverse, si on a une baisse de l'USD-CNH, eh bien là, c'est aussi euro, aussi GBP, aussi AUD, aussi NZD. Alors AUD, NZD, pareil, c'est haussier, mais bon, c'est pas non plus une opportunité pour se positionner long sur du long terme. Voyez. Mais voilà, on aura concrètement une perspective assez optimiste sur les émergents et sur les devises majeures et plutôt négative sur le dollar. Voilà, donc ça se tient sur les 6,95. Le 10 ans US, bien évidemment, c'est également à suivre parce que si on a une hausse trop importante, eh bien, enfin trop rapide, c'est négatif pour l'appétit pour le risque. Ça crée de l'aversion pour le risque et qui dit aversion pour le risque dit hausse du yen, hausse du dollar, hausse du franc. Et également ce spread qui est à suivre. Si on a un dépassement des 300 points de base, eh bien c'est négatif pour l'aversion pour le risque. Donc on a vraiment trois indicateurs qui illustrent l'appétit ou l'aversion pour le risque. L'USD-CNH, le 10 ans US et le spread BTP Bund. Voilà, c'est trois indicateurs à surveiller. Donc ceci étant dit, on regarde GBP, AUD, NZD, vous voyez haussier, Yen, CHF baissier. Donc voilà, les devises refuge sous-performent ce matin, perd du terrain. L'euro-yen rebondit sur sa moyenne mobile à 50 jours. Est-ce qu'on a un signal d'achat? Je dirais pas encore. Vous voyez, on n'a pas vraiment de signal par rapport à la veille. Donc c'est neutre, j'ai envie de dire. L'AUD, le NZD, nous n'allons sûrement pas les acheter. Hein. Au contraire, finalement, ces devises, les rebonds de ces devises sont des opportunités pour se positionner à un meilleur prix, de vente hein, sur les paires en AUD et sur les paires en NZD. Donc voilà, là on a un rebond, comme vous pouvez voir, de l'AUD, du NZD, de l'AUD index. Mais est-ce que ça remet en cause la tendance baissière? La réponse c'est clairement non. Voilà, donc moi je reste baissier sur la UD et nous attendrons tout simplement un nouveau signal baissier sur la UD index pour reshorter la UD USD ou payer l'euro AUD, payer le GBP UD ou vendre la UD CAD. Et pareil pour le NZD, vous voyez qu'on a un rebond, bon lui se fait de façon beaucoup plus incertain, mais bon, on a un léger rebond. Et dès qu'on aura un nouveau signal baissier, ça peut être la clôture à la baisse de la moyenne mobile, croisement à la baisse, pardon, de la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, ça sera un nouveau signal baissier. Donc, AUD USD, vous voyez, rebond.
NZD USD, pareil, on a un rebond. Et il n'y a plus qu'à attendre finalement que le prix clôture en dessous de la moyenne mobile à 20. C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises depuis ce bear market. Et donc si on met une moyenne mobile, voilà, à 20 périodes, vous voyez, simplement clôture à la baisse. Vous n'avez pas le point d'entrée parfait, mais vous avez déjà un point d'entrée très intéressant, exploitable. Voilà. Donc, si on a une phase de respiration qui amène le cours au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, eh bien, il faudra attendre la clôture à la baisse. En tout cas, ce sera un des signaux qui permettra de passer à la vente sur le NZD-USD et même l'AUD-USD. Vous voyez, clôture sous la moyenne mobile, croisement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours, c'était assez pertinent. Alors, je passe sur les indices. Excusez-moi, j'ai oublié de commencer par les indices. J'ai bien lu vos commentaires, mais j'ai pas le réflexe de commencer par les indices. Au niveau des indices, donc ça devrait être, je pense, plutôt haussier sur les marchés actions aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce qu'on a un spread BTP Bund. Alors, il prend 10 points de base, mais il reste sous les 300. Donc, tant qu'on est sous les 300, il y a plutôt une perspective baissière à court terme, je dirais. Donc, BTP Bund sous résistance, 10 ans US qui est stable. Il n'est pas en progression sur la journée, enfin hier, pardon. Et l'USD-CNH, bon, le problème c'est que l'USD-CNH continue à progresser. Donc ça nous donne l'information qu'on est toujours plutôt en aversion pour le risque. Mais bon, on reste quand même, vous voyez, avec un momentum très faible. C'est pas comme si on avait eu cette hausse, vous voyez, en juin, où c'était un momentum extrêmement important. Et on arrive également sous résistance. Donc je dirais qu'on arrive proche d'un point bas sur les indices, en tout cas avec les informations que nous avons aujourd'hui. Et enfin, si on regarde le VIX, avec ce fameux, vous savez, Disparity Index que je vous ai fait voir hier, 12,80. Donc on n'a pas encore le signal haussier sur d'achat des marchés américains grâce au VIX, parce qu'on a le signal d'achat lorsque ce Disparity croise à la baisse 10 qui est 10% d'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 périodes. Donc on n'a pas encore le signal, puisque actuellement on a 12,80 et ce qu'on veut c'est qu'on a une clôture sous 10. Donc croisement à la baisse de 10 pour passer à l'achat sur le marché américain. Donc on n'a pas encore le signal d'achat des marchés américains. Et tant qu'on n'a pas le signal d'achat sur les marchés américains, je dirais que c'est plutôt risqué d'acheter les marchés européens. C'est plutôt risqué d'acheter les marchés européens parce que bah, c'est rare, enfin c'est pas souvent, en tout cas on n'a pas les probabilités de notre côté d'acheter l'Europe sans les US. Les US concrètement ça monte presque tout le temps, à part en période de récession, et l'Europe c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, on veut acheter, on a plus de chances, enfin c'est beaucoup plus cohérent d'acheter l'Europe si on est également haussier sur les US. Or, le VIX ne donne pas de signal haussier sur les US. Donc, attendons un petit peu d'acheter pour du swing trading. Attendons simplement que le VIX, cet écart relatif du VIX avec sa moyenne mobile à 10 périodes, à 10 jours pour être précis, eh bien clôture sous 10. Dès qu'il clôturera sous 10, eh bien ça sera un signal d'achat des marchés américains et donc également des marchés européens. Ça sera en tout cas un des signaux, ça sera un des signaux, un des signaux à surveiller. Donc voilà. Après c'est pas suffisant, c'est pas un simple signal qui va nous permettre de passer comment dire à l'achat sur l'Europe, mais en tout cas sur le VIX c'est assez pertinent ce signal, donc voilà. Donc vous voyez la résistance ici à 10 qui est en noir. Dès qu'on a ce croisement à la baisse de ce type-là, eh bien on va pouvoir passer à l'achat sur les marchés américains. Voilà, donc en intraday, on voit que le CAC se replie. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, le spread, il est, spread BTP Bund sous résistance. Le VIX, bien qu'on n'a pas le signal haussier, eh bien, vous voyez qu'il arrête de progresser, le momentum, et c'est clairement réduit. Voilà. Donc, je dirais que d'un point de vue swing trading, on n'est pas encore au prix idéal, en tout cas au timing pour acheter, au timing, qui me semble idéal pour acheter les indices européens ou américains. En intraday, on a un repli. Maintenant,
voilà, c'est pas pour autant qu'il faut shorter les indices en intraday parce que voilà, vous voyez qu'on est revenu au plus bas de la semaine, hein. Enfin au plus bas pardon de lundi, on a eu un plus bas de la semaine, vous voyez qui était à 5156. Vous voyez plus bas hein, de la mèche, ça nous donne une information comme quoi il y a des acheteurs très présents à 5260. Donc vous voyez cette zone de prix 5260, 5240, c'est un niveau de support. Et même là, en fait, on rentre dans un niveau de support. Vous voyez que ça a été payé. Alors si je devais être un petit peu plus précis, ouais, là on est dans une zone globalement où le cours avait rebondi. Donc est-ce que il faut shorter en intraday alors qu'on teste cette zone? Ça me semble un peu trop risqué. Ouais, c'est toujours une question de probabilité finalement. Où sont les probabilités? En intraday, shorter à la rigueur, si vous êtes très baissier pour viser les vous voyez proche du plus bas de la veille, pourquoi pas? Mais encore une fois, les probabilités tendent plutôt vers un rebond à court terme. Alors je dis pas qu'on va avoir le rebond dans l'immédiat, mais là déjà vu la baisse qu'on a depuis le début de la séance, est-ce qu'on va avoir davantage de baisse? C'est possible encore une fois, mais les probabilités me semblent plus voilà, peut-être qu'on va baisser encore de 10 ou 20 points, mais je vois pas davantage de baisse en intraday. Je vois pas davantage de baisse. À part si, bien évidemment, le 10 ans US s'emballe à nouveau et qu'on a le l'USD-CNH qui dépasse les 6,95. Dans ce cas-là, le CAC, les autres indices européens s'enfonceront bien en dessous des 5246 points. Mais là, honnêtement, en intraday, je pense que le potentiel, enfin, la marge de baisse a été quand même assez exploitée. Donc voilà, je resterai très prudent sur cette stratégie short d'intraday. D'ailleurs, vous voyez, on teste 5190, on est sur un pivot mensuel, nous sommes sur le S1 hebdomadaire, donc voilà, c'est quand même un niveau de support très important. Donc voilà, moi je reste neutre à court terme sur ce indice. En plus, on a une divergence haussière, regardez avec le RSI, voilà. C'est-à-dire que la baisse n'est plus alimentée par le momentum. DAX, est-ce que le DAX confirme finalement le fait qu'on soit sur support et que le momentum n'est plus baissier, enfin n'est plus baissier, en tout cas rebondi? Eh bien, le DAX confirme également, puisque on a pas une divergence, mais vous voyez qu'on a un momentum qui a bien rebondi. Et le prix, c'est pareil. Le prix teste un niveau de support assez important. Si on se remet sur du daily, on a ce niveau de support. Vous voyez, c'est là où on a eu un rebond. On a une zone de support qui est, je vous l'accorde, large, mais c'est là où on a beaucoup d'acheteurs sur du swing trading. Et c'est les swing traders qui font les tendances. C'est pas les day traders qui font les tendances. Donc, les swing traders sont, enfin, on a une dominance d'acheteurs, on a une pression acheteuse très importante, on a une importante demande en fait vers ce niveau de prix entre voilà 11 950 et 11 700. Ça fait très large. On a des supports intermédiaires pour ceux que, enfin, il y a des supports intermédiaires ici pour ceux que ça intéresse. Donc, vous voyez que ici, le cours avait rebondi en début septembre sur le S1 mensuel. Donc, voilà. Si on dépasse en intraday le S1 mensuel, c'est possible d'aller chercher les 11 850. Mais voilà, encore une fois, la marge de baisse me semble assez limitée, alors que la marge de hausse me semble beaucoup plus intéressante. Maintenant, d'un point de vue de signaux de trading, le VIX nous donne pas le signal qu'il nous faut pour passer à l'achat sur les indices, que ce soit américains ou européens. Alors le VIX c'est surtout pour le S&P, mais voilà, je suis sûr que si on superpose faudra que j'essaye. Je vais voir les signaux hein, de cette stratégie avec du disparity, lorsqu'il croise à la baisse 10, comparé avec le CAC et le DAX, est-ce qu'on a des signaux pertinents? Voilà, ça sera à voir. Écoutez, on va faire ça ensemble. Nous allons faire ça ensemble. 10, voilà, rapidement, comparé avec le CAC, son CAC DAX, hein, on a à peu près la même chose. Donc je vais mettre juste le CAC 40. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aurai le plaisir, pour ceux qui habitent en région parisienne, de faire une présentation sur les marchés américains et le VIX, assez poussé. Hein. C'est pour les débutants, mais
voilà, je conseille d'avoir des bases de trading. Donc pour les Parisiens, membres de la région parisienne, je serai le 30 octobre dans les locaux parisiens de IG. Ce sera ouvert à tout le monde, hein, que ce soit client ou voilà, personnes qui ne sont pas clients de IG. Vous pourrez me rejoindre. Ce sera le 30 octobre à 18h30 pendant 1 heure et demie. Voilà, une présentation sur le VIX et les marchés américains, les stratégies voilà, qui sont intéressantes. Ce sera assez poussé, donc voilà. Je préfère le préciser. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Vous allez sur IG. IG Academy. Voilà, séminaire. Donc vous allez sur IG Academy, vous avez juste à vous connecter sur un compte, sur votre compte démo IG, si vous n'êtes pas client. Et là vous avez formation de trading gratuit. Vous avez au début les webinaires et ensuite formation de trading gratuit. Et voilà, 30 octobre à Paris. Et vous avez juste à vous inscrire. Donc je vous envoie en fait finalement déjà le lien. Hop, je vous envoie ce lien. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, je vous invite à me rejoindre. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. En plus, ça fera l'occasion de se rencontrer. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai envoyé le lien. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors je reviens, excusez-moi, donc voilà, sur cette stratégie. Donc nous irons beaucoup plus en détail dans cette stratégie le 30 octobre. Voilà, donc là, signal d'achat, puisque le disparity croise à la baisse 10. Signal d'achat également ici. Voilà, ici. Donc pourquoi un signal d'achat? Tout simplement parce que la courbe, cette droite orange, croise à la baisse la droite horizontale noire, qui est tout simplement 10% d'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 jours. 10 jours, hein. C'est pas 10 périodes sur un graphique 10 minutes, hein. C'est bien 10 jours. Là, pareil, signal d'achat. Donc vous voyez que même sur le CAC, finalement, c'est assez pertinent. C'est assez pertinent. Donc, voilà, le VIX, c'est vraiment, c'est oui sur le S&P 500 avant tout, c'est vraiment sur les marchés à actions. Dès qu'on a un rebond important sur S&P, on a comment dire un engouement sur le marché à actions global. Donc voilà, on n'a pas encore le signal de swing trading qu'on attend, enfin avec cette stratégie, on n'a pas encore ce signal. On s'y approche, c'est une question de séance, hein, 1-2 séances, ça peut être aujourd'hui à la clôture, ça peut être demain ou au vendredi, mais voilà, ça va pas être non plus dans une semaine, hein. Vous voyez que ce disparity index évolue très peu de temps au-dessus des 10%. Ça dure que quelques séances. Donc voilà, on va avoir le signal d'achat dans très peu de temps. Donc soit vous décidez d'acheter maintenant, mais c'est potentiellement pas le point bas, ou vous attendez le signal et voilà, vous aurez beaucoup plus de chances. En tout cas, en termes de timing, ça sera beaucoup plus, sera beaucoup plus optimisé. Voilà, donc swing trading, c'est pas le moment d'acheter les marchés actions, que ce soit européens ou américains, bien qu'on soit sur des niveaux de support importants. Voilà, c'est un petit peu ce que je conclurai sur les indices. Et en day trading, est-ce qu'il faut shorter alors qu'on est déjà sur des S1 mensuels importants, que ce soit sur le DAX ou le CAC 40? La réponse pour moi, c'est non. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise à shorter, eh bien, pourquoi pas. Le prochain support sous le S1 mensuel, c'est le plus bas de 20 jours, c'est les 11 850 points. 11 850 points. Vous voyez que j'ai rajouté un canal de Donchian en très très fin ici. C'est pour pas, j'ai mis en très très fin pour pas encombrer trop le graphique parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'informations. Et voilà, c'est en fait le plus haut et le plus bas de 20 jours. Parce que plus haut, plus bas de 20 jours, c'est une information que surveillent beaucoup les institutionnels et il y a beaucoup de réactions sur ces niveaux de prix. Le plus haut et le plus bas de 20 jours. C'est extrêmement suivi comme information. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en très très fin parce que c'est une résistance qui est à surveiller. Et là, une résistance ou un support. Et donc là, vous voyez, plus bas de 20 jours. Bon, hier, on l'a dépassé, mais vous voyez que c'était 11 862, 11 850. Voilà, c'est le prochain support majeur. Alors, je viens sur les paires majeures. Alors, l'euro-dollar, encore une fois, moi, honnêtement, je suis pas très fan de l'euro-dollar à court terme parce que voilà, tout dépend du spread BTP Bund, tout dépend
de l'USD CNH. Je veux dire que là, on est sur un niveau de support extrêmement intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut acheter l'euro-dollar maintenant alors que l'USD CNH, je reviens dessus, alors que l'USD CNH est toujours orienté à la hausse? La réponse pour moi, c'est non. Pour optimiser honnêtement notre niveau d'entrée d'un point de vue swing trading, j'attendrai que l'USD CNH baisse. Encore une fois, si on superpose l'USD CNH avec USD euro, donc l'inverse de l'euro dollar, non, on va mettre l'euro dollar. Voilà. On va mettre l'euro dollar en bleu. Et voilà, vous voyez, on a fait le top sur l'USD CNH, bottom sur l'euro dollar. Avalement baissier sur l'USD CNH, on avait le signal de vente du dollar et d'achat de l'euro à ce moment-là. Eh bien, c'est un petit peu le même type de signal que j'attends. C'est-à-dire la résistance à 6,95 qu'on ait une shooting star ou un avalement, voilà, piercing dark cloud cover, voilà, ce genre de configuration. Moi, ça me plairait bien pour passer à l'achat sur l'euro, mais également le GBP également, parce que on a la même réaction sur le GBP USD. On avait la même réaction et même sur le gold. Donc voilà, moi l'USD-CNH, ce que je constate, c'est qu'il est haussier. Donc certes, on peut avoir un rebond en intraday de l'euro-dollar, mais ça ne devrait pas être très important. Si on a un rebond, c'est jusqu'à 1,1330, 1,1530 pardon. Vous voyez, 1,1530, c'est la résistance finalement à court terme, hein, si on se met en horaire. Horaire, alors simplement qu'il y a un don chiant, on peut pas mettre sur 20 jours par défaut. Vous voyez, même pour un graphique horaire, finalement, le configuration sur 20 jours, parce que c'est pas très intéressant. Un canal don chiant sur 20 heures, pardon. Voilà, c'est pas très pertinent. Mais bon, on voit qu'on a une résistance à court terme, vous voyez, lundi, hein, début de semaine, c'est autour des 1,1530. 1,1530, c'est une résistance très importante. C'est une résistance très importante parce que si on regarde sur le journalier, il me semble que c'est, vous voyez, alors, la base Ishimoku, 1,1540, pardon, et c'est un pivot hebdomadaire. Voilà, donc 1,1530, c'est, on va dire, le maximum à court terme qu'on peut espérer tant que l'USD-CNH est haussier. Si demain l'USD-CNH se renverse avec un beau signal baissier comme un avalement baissier, l'euro-dollar, on pourra l'acheter concrètement. On aura un signal en fait pertinent qui nous permettra d'acheter l'euro-dollar, le gold, le GBP-USD vers une correction assez importante quand même, une correction de cette baisse au moins 50%. Donc voilà, ce que je surveille pour l'euro-dollar, le GBP-USD, le gold, c'est surtout cet USD-CNH. Dès qu'on aura un signal baissier, ça sera un signal d'achat des paires majeures face au dollar et surtout de l'euro et du GBP. Vous voyez, donc là on a l'euro-dollar. Si je mets le GBP-USD et le gold, donc ici GBP-USD en rouge et le gold en jaune. Vous voyez, honnêtement, vous voyez que les signaux, baissiers sur les CNH, enfin ce signal baissier en tout cas 6,95 a été assez pertinent. Et ce qui est assez logique parce que finalement le CNH, le yuan, qu'est-ce que représente? Ça représente la Chine. C'est l'appétit. Le marché investi en Chine paye du yuan dès qu'il y a de l'appétit pour le risque. Et quand il y a l'appétit pour le risque, le marché vend du dollar. Et à l'inverse, dès que l'USD CNH est baissier, est haussier, qu'est-ce que ça nous indique? C'est-à-dire que le marché, enfin la pression est acheteuse sur le dollar et vendeuse sur le yuan. Donc on a plutôt de l'aversion pour risque, ce qui veut dire que le marché paye du dollar. Et donc voilà. Donc tant qu'on a une hausse de cette USD CNH, ces devises majeures seront sous pression face au dollar. Et même le gold. Et dès qu'on aura le fameux signal baissier sur l'USD CNH, et bien évidemment que le spread BTP Bund sera cohérent, c'est-à-dire sera toujours sous résistance ou au mieux même baissera, eh bien on pourra passer à l'achat de façon beaucoup plus sereine sur le dollar, le GBP/USD et le gold. Mais en attendant, là, vous voyez qu'en swing trading, on n'a pas d'information d'achat, puisque cette USD-CNH est orientée à la hausse. Donc ce qu'on peut attendre, outre un avalement baissier, etc., ça va être une moyenne mobile à 10 périodes par exemple, une moyenne mobile à très court terme. Alors, je vais enlever. Voilà, une moyenne mobile par exemple à 10 périodes, croisement à la baisse, signal par exemple de
croisement à la baisse de l'USD-CNH avec la moyenne mobile, ça va être signal d'achat pour l'euro-dollar, le GBP-USD, voilà, et le gold. Ou alors une moyenne mobile à 20. Plus vous allez être sur une moyenne mobile de long terme, et plus votre signal sera filtré, mais moins vous en aurez, ce qui est normal. Donc voilà. Écoutez, voilà, moi l'euro-dollar, hein, il y a un potentiel aussi à très court terme. Je n'exclus pas cette hypothèse, mais vous voyez que globalement, en swing trading, il n'y a pas grand-chose à faire. En horaire, on est dans un petit canal baissier. Alors, on est dans un petit canal baissier, on a des creux de sommet de plus en plus bas. Résistance à 1,1530, support au niveau des 1,1450. Donc à la rigueur, en intraday, l'euro-dollar là peut se vendre jusqu'à 1,1450. Le GBP-USD, vous voyez que lui est haussier, il est soutenu par, vous voyez ces informations, hein, comme quoi on a potentiellement un accord entre l'UE et le Royaume-Uni. Enfin, en tout cas, que les négociateurs seraient proches d'un accord. Maintenant, voilà, il n'y a pas non plus de raison de porter le GBP-USD à court terme beaucoup plus haut. Il n'y a rien de concret pour le moment. Donc un retracement, par exemple, jusqu'à cet oblique qui vient chercher les plus bas depuis ce rebond, hein, du jeudi 4 octobre, ça me semble possible. Donc un retour vers les 1,3080. Gold, c'est pareil. Concrètement, si on est baissier sur le dollar, baissier sur le GBP-USD, on est très probablement baissier sur le gold. Et là, le gold, ça peut se shorter jusqu'à 1185. Vous voyez, jusqu'en bas, hein, de ce triangle, et sur lequel le prix a rebondi. 1183, il a rebondi donc mardi, il a rebondi également lundi. Donc voilà, vers 1184, ça peut être une target en day trading. Ça peut être un objectif baissier. Et pour le Brent, bon bien la révision à la baisse, hein, des perspectives, hein, du FMI, ça fait pression sur les cours de pétrole. Donc cours de pétrole, ça reste toutefois haussier, hein. Et d'ailleurs, on a un beau signal ici. Nous avons un beau signal. C'est une étoile du matin. Et voilà, donc signal haussier. Ça, on peut mettre un stop sous le récent plus bas et chercher les 89,50. Le WTI, pareil, signal plutôt haussier, direction 77. On voit qu'on a eu un momentum baissier lundi. Finalement, le prix a clôturé dans le vert, enfin en positif. Donc ça veut dire que au début de séance, enfin en tout cas la première partie de séance, on avait une baisse, on avait des ventes, une pression vendeuse. Et finalement, en fin de séance, on a eu une pression acheteuse qui a apporté le prix au-dessus du prix d'ouverture. Voilà, donc signaux haussiers, sur le WTI et le Brent, direction ces fameuses obliques de long terme. Alors, je réponds à vos questions, excusez-moi, j'en vois quelques-unes. Alors, peux-tu me dire quand acheter l'euro-dollar? Merci, bonne journée. Eh bien voilà, j'espère avoir répondu à votre question. L'euro-dollar, ça s'achète dès que l'USD-CNH sera baissier et bien évidemment que le spread BTP-Bund sera cohérent avec cette baisse de l'USD-CNH. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter l'euro-dollar si le spread BTP-Bund va à 400 points de base. Pensez-vous que le DXY peut atteindre les 97 malgré Trump qui râle? Oui, je pense qu'il peut atteindre 97. Encore une fois, tant que le USD-CNH est haussier, tout mène à croire que le DXY peut continuer à gagner du terrain. Maintenant, si demain on a l'USD-CNH qui baisse, le DXY sera baissier. Bonjour, sur la devise, est-ce qu'il y a un moyen de prédire des énormes doji? Alors non, il n'y en a pas. En unité horaire, par exemple, avec la volatilité, il n'y en a pas, ou alors je la connais pas. Je connais pas cette stratégie pour prédire des doji. On peut pas prédire vraiment un marché, hein. On peut anticiper, on peut mettre des probabilités de notre côté, mais maintenant il n'y a pas de stratégie qui permet de prédire un doji. Il représente souvent une continuation de tendance après une faible volatilité. C'est important pour savoir où placer ses stops. Oui, ça peut être important. Ça peut être important. Des doji, c'est une information d'incertitude. C'est une information d'incertitude parce que finalement on a une pression acheteuse, une pression vendeuse dans la même journée, ou vendeuse puis acheteuse. Sur GBP/USD, on a l'influence du pétrole dessus. Alors, on a l'influence du pétrole dessus. Non, alors on n'a pas d'influence particulière entre le pétrole et le GBP. Entre pétrole et le CAD, oui, parce que comme vous savez, le dollar canadien est
entre guillemets, fortement influencé par les cours de pétrole. Maintenant, entre le GBP et le pétrole, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien. En tout cas, vous ne pouvez pas trader le GBP-USD selon la tendance du pétrole. L'inscription ne fonctionne pas en redirection vers le tableau de bord. Alors, ça, c'est très bizarre. Alors, je vais essayer. De toute façon, moi, j'ai un compte démo. Là, c'est un compte démo. Ah oui, en effet. Bien, écoutez, je vais voir ça avec mes collègues parisiens. Et écoutez, bah, je reviendrai vers vous dès que j'aurai des nouvelles. Voilà. On a mis en place ça hier. Donc, voilà, c'est tout nouveau. Hein. Tout nouveau pour moi. Pouvez-vous refaire un point sur le USD-CAD? Alors oui, USD-CAD, bien pareil, hein, sous pression parce qu'on a l'USD-CNH qui est haussier, malgré le fait qu'on a un accord de l'ALENA, on a les cours de pétrole qui rebondissent, donc ça peut être un soutien pour le CAD. Ça peut être un soutien pour le CAD. Voilà, je pense que le dollar a une marge de hausse, mais vous voyez, assez limitée. Tout se joue pour moi au niveau de l'USD-CNH, c'est-à-dire que là, on arrive proche d'une résistance majeure où les vendeurs ont manifesté leur intérêt et ont même dominé, vous voyez, cette pression acheteuse. Plus on a un retournement avec précédemment un momentum important, plus cette résistance ou ce support est important. C'est-à-dire que là, on avait un momentum haussier très important. Vous voyez, on a eu un RSI qui avait atteint 89 et on a eu la résistance. Donc c'est pas une simple résistance. C'est-à-dire que c'est une résistance alors qu'on avait un momentum extrêmement bullish. Donc c'est important de le souligner. C'est-à-dire que tout se joue à ce niveau de prix. Plus on tend vers ce niveau de prix, et vous voyez, on a une marge de hausse du dollar qui est assez limitée. Si on dépasse les 6,95, bon là par contre les XY, ça sera stratégie acheteuse du XY. L'euro dollar, encore une fois, comme je l'ai dit, ça se shortera jusqu'à un 13, etc., etc. Mais là, vous pouvez voir que, bon, la résistance, c'est une résistance majeure, 6,95. La tendance est haussière de l'USD-CNH, donc voilà, ça fait pression sur l'ensemble des paires majeures. Mais la marge de haut de l'USD-CNH, à court terme, est assez limitée. Puisqu'on a cette fameuse résistance à 6,95. Donc voilà, l'USD CAD, pareil, il est sous pression à cause de cette USD CNH. Maintenant, est-ce que il faut pour autant viser les plus hauts de l'année sur les CAD? La réponse c'est non. En plus de cela, vous voyez que sur les CAD, on a eu des magnifiques chandeliers qui montrent réellement des pressions vendeuses très importantes. On a eu un momentum bullish en début de séance hier et avant-hier, et finalement les vendeurs qui ont dominé les fins de journée et qui ont porté les prix en dessous du prix d'ouverture pour hier. Donc ça, c'est des signaux, ça indique qu'on a vraiment un momentum clairement baissier. On a un momentum baissier, donc c'est potentiellement un signal de vente. À la rigueur, rentrer à la vente à ce niveau de prix, ça pourrait être cohérent avec ces signaux, avec un stop au-dessus du pivot mensuel. Honnêtement, il y aurait rien j'aurais rien à dire de, voilà, pour ceux qui passent à la vente à ce niveau de prix, je n'aurais pas, ça serait cohérent. Je dis pas que ça va être forcément gagnant, hein, parce qu'on ne peut pas savoir à 100%, mais vu ces chandeliers-là, et vu que le fait qu'on ait l'USD-CNH qui approche de résistance, et que donc la marge de hausse est assez limitée, eh bien voilà, on a une probabilité finalement de baisse qui me semble s'accentuer finalement, s'améliorer. Donc voilà, pourquoi pas passer à la vente à ce niveau de prix pour viser le bas du canal. Alors, analyse horaire du Nikkei, il est peut-être en train de faire d'un rounding bottom selon moi. Alors, rounding bottom, chose assez rare. Nikkei horaire. Rounding bottom, oui, ça ressemble. On a surtout une divergence. Regardez. Creux, 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 de plus en plus haut. Et creux, 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 de plus en plus bas. Et là, on a le fameux rebond. On a le fameux rebond et on a le signal d'achat, puisqu'on a dépassé 50. On a dépassé le sommet également du RSI pendant cette divergence. Donc, signal d'achat sur le Nikkei. Maintenant, comme vous le savez, Nikkei, c'est USD Yen. C'est-à-dire que pour qu'on ait une hausse du Nikkei, faut qu'on ait une hausse de l'USD Yen, pardon. Faut qu'on ait une hausse de l'USD Yen. Et est-ce qu'on va avoir une hausse de l'USD Yen alors que cette USD CNH s'approche de résistance? Alors, si on regarde un petit peu l'historique, alors oui, finalement, ça me semble assez cohérent. En tout cas, la dernière fois, à 6,95,
Je vais pas refaire tout l'historique. Vous voyez qu'on avait eu cette baisse de l'USD, l'USD CNH, on avait le rebond de l'USD Yen peu de temps après. Donc maintenant on voit quand même qu'on a une corrélation extrêmement importante, une corrélation positive. Donc si on a une baisse de l'USD CNH, on aura très probablement une baisse de l'USD Yen, ce qui ne sera pas bon pour le Nikkei. Voilà, si on fait parler les chiffres, hein, si on regarde les chiffres et qu'on met la corrélation entre l'USD CNH et l'USD Yen à 200 périodes, vous voyez qu'il y a quand même sur du long terme, en tout cas depuis 2017, elle est extrêmement positive. Hein. Elle est la plupart du temps au-dessus des 70%. Donc voilà, ça veut dire que si on a une baisse de l'USD CNH, on aura très probablement, en tout cas ça améliore les probabilités d'une baisse de l'USD Yen. Et qui dit baisse de l'USD Yen dit baisse du Nikkei. Regardez, USD Yen, et on le superpose au Nikkei. Vous voyez, corrélation positive. Donc voilà, corrélation positive. Donc en fait, tout va dépendre encore une fois pour le Nikkei de l'USD CNH. L'USD CNH, vraiment, c'est très important à court terme. Surtout compte tenu du fait qu'on arrive proche de cette résistance, cette fameuse résistance à 6,95, qui n'est pas une résistance, à ignorer. Voilà, donc vous pouvez voir la corrélation entre l'USD Yen et le Nikkei. « 78%. Et vous voyez, la plupart du temps, elle est positive. Donc voilà, vous l'aurez compris, on ne peut pas être baissier USD CNH sur du swing trading et haussier sur le Nikkei. Ou en tout cas, ça peut arriver, mais très très peu de temps. On n'a pas les probabilités de notre côté. Si on est baissier sur le USD CNH, à la rigueur, haussier sur le CAC 40, pourquoi pas? Parce que qui dit baissier USD CNH dit appétit pour le risque. Dit appétit pour le risque et le CAC 40 n'est pas corrélé à l'euro-dollar. Enfin, on a des corrélations qui changent beaucoup. Et voilà. Donc, et si on regarde donc USD CNH, là c'est de la recherche qu'on fait, hein, c'est même plus de l'analyse. Hein. CAC 40. Alors pas vraiment de corrélation exploitable. Oui, ça change beaucoup. Donc pas vraiment exploitable. Mais en tout cas, on voit que bon, si on a une baisse de l'USD-CNH, on a une baisse de l'USD-Yen, et qui donc dit baisse de l'USD-Yen dit baisse du Nikkei. Donc voilà, tout dépend de notre analyse finalement de l'USD-CNH et de l'USD-Yen. Si vous êtes haussier sur ces deux paires à court moyen terme, dans ce cas-là, vous pouvez être haussier sur le Nikkei. Mais si vous pensez que l'USD-Yen et que l'USD-CNH vont être baissiers à court moyen terme, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être haussier sur le Nikkei. Donc c'est à vous de voir, malgré ce rounding bottom ou cette divergence. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas avoir le rebond, d'accord. Je dis simplement que Nikkei corrélé à l'USD-Yen et à l'USD-CNH. En tout cas, à court terme, on peut avoir le rebond, puisque l'USD-CNH a encore une marge de baisse, une marge de hausse, pardon. Vous voyez, l'USD-CNH, on n'est pas encore au 95, on n'est pas à 6,95, donc on a encore une petite marge de hausse. Donc, qui dit petite marge de hausse de l'USD-CNH, dit petite marge de hausse du Nikkei. Donc, pourquoi pas un retour au pivot mensuel, à 23 900, à peu près. Maintenant, de là à viser des nouveaux sommets à court terme, ça me semble peu probable pour le moment. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, je n'ai plus rien à rajouter. Donc je vais, alors IBEX, pardon, menace et support, non. Alors oui, IBEX assez sous pression, hein. Finalement, voilà, c'est extrêmement sous pression cet IBEX. Entre voilà, la situation en Italie, la pression de la guerre commerciale sur le DAX, enfin des possibles tensions commerciales entre l'UE et les US sur le DAX, l'incertitude donc en Italie, voilà, ça fait forcément pression sur les marchés actions et les plus fragiles, c'est ceux des pays du Sud. Voilà. Donc l'IBEX, oui, est sous pression. Est-ce qu'il va casser ce support? La réponse, je vous le dis, ça va dépendre de ce fameux signal du VIX. Si le VIX émet le fameux signal d'achat, l'IBEX rebondira également. L'IBEX, le MIB, c'est, on va l'isoler, mais l'IBEX, le CAC, le DAX, l'Eurostock 50, le S&P, le Nasdaq, le Nikkei rebondiront dès qu'on aura le signal du VIX. Ça sera potentiellement des signaux pour tous ces indices, des signaux d'achat pour tous ces indices. Maintenant, il faut bien être conscient que l'IBEX, ça reste un pays d'Europe du Sud,
et les pays d'Europe du Sud, dans ce contexte de possible dérapage du déficit italien, eh bien, sont les plus fragilisés, sont les moins solides. Donc tout va dépendre finalement du VIX. À mon avis, moi mon sentiment, c'est que ces supports à court terme de l'IBEX vont être maintenus. C'est-à-dire qu'on va avoir le rebond, tout comme le CAC et le DAX au niveau de prix actuel, voire peut-être un petit peu plus bas, on va peut-être baisser de 0,5% ou de 1% depuis les prix actuels, mais on va pas non plus encore baisser de 2, 3, 4%. Et on a déjà fait une belle baisse sur le CAC, le DAX, et le VIX est pas loin d'émettre son signal d'achat. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera très 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 probablement demain. Bon, maintenant, faut pas anticiper un signal, faut jamais anticiper un signal. Ça, c'est très très important. Donc dès qu'on aura le signal d'achat sur le VIX, on aura le signal d'achat pour le S&P, le Nasdaq, mais également pour le CAC, le DAX ou l'IBEX. Voilà. Et ou le FTSE, ou le Nikkei. Donc je pense que ce support va être maintenu, parce que voilà, je vois mal ce CAC retracé sous 5246 et le DAX sous 11 850. Maintenant, tout reste possible. Mais en termes de probabilité, je pense pas que ce support va être cassé à court terme. Dans 6 mois, peut-être, ça va dépendre de l'évolution des fondamentaux et surtout de l'Italie. Mais à court terme, pour les prochaines séances, ça me semble peu probable. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et écoutez, je vous dis à ce soir pour le webinaire éducatif. Webinaire éducatif que je vais faire sur le VIX, mais assez rapidement. Parce que voilà, je veux pas non plus dévoiler tout sur le VIX, alors que en fin du mois, je vais faire un module très précis sur ce sujet à Paris. Voilà, maintenant pour ceux qui disent, qui seront pas là à Paris, je ferai un webinaire éducatif très précis sur le VIX après ma formation à Paris. Ça me semble plus cohérent. Sinon, vous aurez aucun intérêt à venir à ma formation à Paris pour ceux qui habitent en région parisienne. Donc voilà. Mais je ferai une présentation quand même sur le VIX ce soir, parce que je vous l'ai dit, je vous l'avais promis hier. Donc voilà, je ferai une formation sur le VIX. VIX, quelques stratégies, conseils du VIX, d'utilisation du VIX, pardon. Et voilà, mais j'irai pas aussi profond que ma formation à la fin du mois. Voilà, donc je vais voir avec l'équipe parisienne pour la résolution de cette inscription, de ce lien d'inscription à la formation. Et je reviendrai vers vous du coup demain avec ce lien qui, j'espère, sera fixé. Voilà, excellente journée à vous en tout cas, et je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, à ce soir pour ce que je retrouverai dans le webinaire éducatif.